Donc, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre en visio de l'Institut Thomas More. Je vous souhaite à tous la bienvenue et vous remercie, habitués et nouveaux venus, de renoncer pour une heure et demie au beau temps, à l'ambiance estivale et aux terrasses de café pour ce rendez-vous géopolitique. Je remercie également Laurent Malvezin et Cyprien Ronce-Pilart d'avoir accepté de nous consacrer un peu de leur temps ce soir. Je vous les présenterai dans un instant. Avec eux, nous allons nous interroger sur la stratégie de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine et sur les changements qu'il est urgent, à nos yeux, d'y apporter. Les dernières informations dont nous disposons laissent entendre qu'à l'approche du sommet des 24 et 25 juillet prochains, sommet qui devrait marquer le 50e anniversaire des relations entre Pékin et Bruxelles, eh bien, à la veille de ce sommet, les relations ne sont pas exactement au beau fixe. Je vous cite 4 déclarations récentes pour illustrer cet état de fait. Lors de sa visite préparatoire à Bruxelles la semaine dernière, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a douché ses interlocuteurs en expliquant très explicitement que Pékin n'avait aucune intention de modérer son soutien à Moscou. La haute représentante à l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, avait déclaré juste avant de recevoir donc Wang Yi à Bruxelles que la Chine, je cite, menait des attaques, des cyberattaques, interférait dans nos démocraties et pratiquait un commerce déloyal et que cela doit cesser. Avant-hier, donc à 48 heures, au Parlement européen, Ursula von der Leyen a quant à elle expliqué que l'Union européenne devait, je cite, tirer les leçons de l'ampleur des vulnérabilités liées aux dépendances et conduire une politique de réduction des risques vis-à-vis de la Chine, à quoi a répondu hier la porte-parole de la diplomatie chinoise Mao Ning, je cite là aussi, nous espérons que la partie européenne réalise que ce qui doit être rééquilibré en ce moment est l'état d'esprit européen et non les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Union européenne. C'est vous dire l'ambiance, on voit que le ton n'est pas très amène et il est d'ores et déjà acquis, j'ai dit tout à l'heure un peu rapidement que les sommets auraient lieu les 24 et 25 juillet prochains. Il est d'ores et déjà acquis que le sommet va être raccourci, donc il a lieu en Chine, va être raccourci et que, a priori, la deuxième journée n'aura déjà pas lieu. Alors tout ça, ces durcissements, ne surprendront que les naïfs, si je puis dire. Comment ne pas voir, en effet, qu'il serait plus que temps de mettre à jour la stratégie européenne? Comment ne pas voir que se prétendre à la fois partenaire économique, concurrent et rival systémique de la Chine, comme le fait l'Union européenne depuis 2019, relève en fait de ce qu'on pourrait appeler une schizophrénie géopolitique. Dans le bouleversement du monde et l'accélération des tensions que nous connaissons, bien nommer les choses doit constituer un premier pas salutaire. Les orientations politiques, diplomatiques et militaires chinoises, telles qu'elles sont clairement et régulièrement martelées par Xi Jinping, doivent nous alerter. L'alignement de Pékin sur les vues de la Russie en Ukraine, son soutien à l'Iran, au Moyen-Orient, ses claires intentions à l'égard de Taïwan, ses prédations économiques en Europe et en Afrique, son expansionnisme ou son expansion maritime en mer de Chine, ne sont-ils pas autant d'avertissements dont nous ne tenons pas suffisamment compte? Voilà en tout cas les sujets dont nous allons parler ce soir, en combinant donc deux approches, car grâce à nos intervenants, deux approches évidemment imbriquées et fortement complémentaires. L'une économique ou géoéconomique, en nous demandant comment sortir de la dépendance chinoise et même plus comment mettre fin à la prédation chinoise en Europe. L'autre politique ou géopolitique, en nous interrogeant sur l'ordre des priorités à donner à la stratégie européenne. Pour ce faire, donc je l'ai dit, nous aurons le plaisir d'écouter deux orateurs, deux chercheurs à l'Institut Thomas More que je vous présente maintenant. Tout d'abord, prendra la parole Cyprien Ronce-Pilart. Merci d'être avec nous ce soir. J'éprouve un plaisir particulier à vous accueillir puisque c'est l'occasion pour moi d'annoncer que Cyprien vient de rejoindre l'équipe des chercheurs de l'Institut Thomas More. Vous êtes donc depuis tout récemment, donc depuis quelques semaines. Vous êtes, cher Cyprien, diplômé de l'École normale supérieure de Saclay, Paris-Saclay, en économie. Vous êtes titulaire d'un master de l'École Polytechnique. Vous êtes aujourd'hui économiste dans le secteur public. Vous avez été auparavant au Trésor, à la direction du Trésor, pardon. Vous avez beaucoup de casquettes, cher Cyprien. Vous êtes officier de réserve, chercheur associé au Centre de recherche de la Gendarmerie nationale et vous enseignez à l'Université Paris-Dauphine. Au sein de l'équipe de recherche de l'Institut Thomas More, vous allez travailler sur les enjeux d'économie internationale, de sécurité économique et de souveraineté aussi, de sécurité et de souveraineté économique et aussi de guerre cognitive. Vous êtes l'auteur, avec un autre jeune et brillant économiste, Alban Magro, qui est avec nous ce soir
que je salue et dont que je remercie d'être avec nous ce soir. Donc, vous êtes l'auteur tous les deux d'une note que nous avons publiée il y a quelques semaines maintenant, note intitulée Prédation économique chinoise en Europe, il est temps de réagir. Avec vous, cher Cyprien, et peut-être Alban qui prendra la parole, nous détaillerons ce que vous appelez la stratégie de conquête silencieuse de la Chine, les risques pour l'Union européenne et les moyens de réagir. Après vous, nous écouterons Laurent Malvezin, également chercheur associé à l'Institut Thomas More depuis peu de temps, depuis le mois d'avril, si je ne me trompe pas, cher Laurent. Vous êtes, quant à vous, ancien élève de l'Université de Pékin, diplômé de l'INALCO à Paris. Vous avez commencé votre carrière au ministère des Armées, puis vous avez travaillé et travaillé encore dans la prévention des risques pour les entreprises françaises et européennes en Chine. Nous avons publié de vous une première note il y a 4 mois, donc note intitulée Pékin et la question taïwanaise à l'heure de l'administration Trump 2, dans laquelle vous analysiez en détail l'évolution du discours et de la position de Pékin vis-à-vis de Taïwan après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce soir, vous partagerez avec nous votre analyse sur l'indispensable refondation de la stratégie européenne vis-à-vis de la Chine, et avant cela, sur l'urgence peut-être de changer de regard sur le système chinois et de sortir des illusions dont se berce Bruxelles depuis de trop nombreuses années. Mais pour l'instant, je cède la parole à vous, cher Cyprien, la parole et l'écran pour à peu près 20-25 minutes, comme il était prévu. À vous, cher Cyprien. Merci beaucoup, Jean-Thomas. Bonsoir à tous. Je vais d'abord opérer une manipulation technique pour essayer de vous partager mon écran. Donc, vous me dites si vous voyez bien mes slides. C'est bon. Ok, super. Donc, effectivement, comme Jean-Thomas l'a mentionné, avec Alban Magron, nous avons rédigé une note qui est sortie récemment qui s'intitule Prédation économique chinoise en Europe, il est temps de réagir. Donc, en fait, l'objectif de cette note, c'est de démontrer que la Chine déploie une politique de prédation économique au sens où elle va utiliser les opérations commerciales, les opérations financières, les flux d'investissement comme autant de leviers pour créer des dépendances pour que nous, les Occidentaux, soyons davantage dépendants de la Chine et donc accroître son influence et finalement remodeler l'ordre mondial à son avantage. En fait, à cet égard, l'historien Timothy Brook, donc Timothy Brook, c'est un des principaux historiens de la Chine historique et contemporaine, il explique que aujourd'hui la Chine poursuit une stratégie de néo-hégémonie en ce qu'elle vise la recomposition de l'ordre mondial à son avantage et parce qu'elle considère que l'ordre actuel qui est fondé sur l'état de droit serait en réalité à l'avantage des pays occidentaux. Donc, dans cette stratégie de néo-hégémonie, l'économie joue un rôle clé. Pourquoi elle joue un rôle clé? Parce que la Chine va finalement utiliser l'économie, le commerce, la finance pour bâtir mécaniquement des dépendances par des investissements agressifs dans des infrastructures critiques, par exemple, par un dumping à l'exportation qui est organisé avec des surcapacités de production ou encore en verrouillant des chaînes de valeur critiques comme dans le domaine des terres rares, des panneaux solaires ou de l'éolien. Et donc, à travers ces prédations économiques, la Chine cherche non seulement à étouffer nos économies et nos industries pour divers objectifs, mais pour affaiblir nos démocraties et démontrer que c'est son modèle qui fonctionne le mieux, ce qui est une nécessité intérieure, pour affaiblir la résilience de nos sociétés, in fine même nos armées, parce qu'on sait aussi que la puissance militaire est liée à moyen et long terme à la puissance économique. Mais à plus court terme, la Chine, elle cherche aussi tout simplement à renforcer son influence pour mieux négocier ses objectifs géopolitiques, notamment ses objectifs régionaux, par exemple en mer de Chine ou vis-à-vis de Taïwan. Donc, on peut en fait parler d'arsenalisation de l'économie. La Chine, elle va faire de l'économie une véritable arme. Et en fait, ça a été décrit dès 1999 dans l'ouvrage La guerre hors limite, qui a été écrit par 2 officiers de l'armée populaire de libération, donc Xiao Liang et Wang Xiangshui. Et donc, je ne vais pas vous lire toute la citation, mais dans cette citation, les auteurs expliquent qu'on peut lier une attaque massive de capitaux avec des cyberattaques et donc provoquer un effondrement total du réseau électrique, des transports. Et tout ça, ça prend sens quand on sait par exemple que la Chine contrôle 25% du réseau électrique luxembourgeois
ou portugais. Donc cette arsenalisation face à cette arsenalisation de l'économie, il y a une sorte de naïveté des élites européennes pendant de nombreuses années. Il faut rappeler que pas plus qu'en décembre 2020, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en décembre 2020, l'Union européenne signait un partenariat, un accord global sur les investissements, donc un accord très ambitieux sur les investissements pour développer les investissements entre la Chine et l'Europe. C'était assez majeur à l'époque. Finalement, le traité n'a pas été signé et ratifié, mais il a été conclu en tout cas au niveau de la présidence de l'Union européenne. Et heureusement, on a observé, d'ailleurs comme l'a mentionné Jean-Thomas, une inflexion des discours ces dernières années. Par exemple, la présidente von der Leyen, la présidente de la commission von der Leyen, disait dans un discours du 30 mars que l'objectif du PCC, du Parti communiste chinois, c'est de changer l'ordre international et remettre la Chine au centre, et que la stratégie chinoise visait à rendre la Chine moins dépendante du monde et le monde plus dépendant de la Chine. Donc là, on a un discours qui est nettement plus agressif vis-à-vis de la Chine. Et alors, concernant l'Allemagne, c'est encore plus marquant parce que c'est très récent. Pas plus tard qu'en 2024, Olaf Scholz, le précédent chancelier, disait qu'il était en déplacement en Chine et il disait qu'il croyait encore à la possibilité d'une compétition ouverte et juste avec la Chine. Donc une citation assez naïve finalement. Et pourtant, le nouveau chancelier Friedrich Merz, en janvier dernier, disait qu'investir en Chine est une décision à haut risque. Donc on a cette prise de conscience qui est salutaire et que nous souhaitons appuyer avec la note que nous avons rédigée, aussi parce que cette prise de conscience n'est pas partagée malheureusement par tout le monde. Par exemple, je vais citer le Luxembourg, la Hongrie, la Grèce, ces trois pays. Aujourd'hui, on observe plutôt encore une volonté de renforcer les affinités avec la Chine, qui ont un discours encore très positif sur la Chine. Et donc, c'est quand même important de marteler les messages. Et le message qu'aujourd'hui, je souhaiterais faire passer, c'est d'abord que tout le modèle économique chinois intérieur est tourné vers la prédation économique. Donc, en fait, la Chine, elle va sacrifier l'efficacité économique et donc la recherche de bien-être et pour les ménages chinois, parce qu'elle va mettre l'appareil productif au service de ses ambitions stratégiques. Et le deuxième message, c'est, en fait, on va voir comment on va faire pour s'en sortir, mais ça va passer par une plus grande souveraineté des nations européennes. Alors tout d'abord, on va essayer d'analyser en quoi les données économiques trahissent les ambitions de Pékin et en quoi les données économiques nous montrent que le système économique chinois est mis tout entier ou quasiment au service des ambitions du Parti communiste chinois et non pas au service des ménages chinois, au service de l'efficacité économique. En fait, il y a trois points clés à retenir. Le premier point clé, c'est que la croissance, elle est fondée sur l'investissement. Il y a un investissement très très fort en Chine. Et cet investissement qui est très élevé, il permet, deuxième point, de bâtir des capacités excédentaires de production. Ces capacités excédentaires, en gros, la Chine, elle a des usines en quantité énorme, bien plus que ce que la consommation intérieure peut absorber. Et ces capacités excédentaires de production, qu'est-ce que ça engendre? En fait, ça va engendrer une baisse des prix, une inflation faible, mais surtout une baisse des prix, parce que les industriels se font concurrence, ils compressent leurs marges, ça entraîne une baisse des prix ou une stabilité des prix, et donc ça renforce la compétitivité prix de la Chine à l'exportation, et ça permet à la Chine de nous inonder de biens, notamment dans des secteurs critiques. Donc voilà, c'est les trois points clés qu'on va détailler, on va aller regarder un peu comment les données économiques corroborent ce que je viens de vous dire. Donc tout d'abord, on a un modèle de croissance qui est fondé même sur l'investissement. Le taux, là sur le graphique de gauche, on voit que le taux d'investissement en Chine, il est supérieur à 40%. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, 40%, c'est un taux normalement qu'on voit dans les économies qui sont en phase de développement. Par exemple, pour prendre des économies asiatiques, Singapour ou la Corée du Sud, ils étaient à ces niveaux-là, mais dans les années 70-80. Après, ils se sont développés et ils ont rééquilibré leur modèle entre l'offre et la demande, entre l'investissement et la consommation. Mais on l'observe qu'à moitié en Chine, et en réalité même pas vraiment. La Chine reste malgré tout très axée sur l'investissement, et d'ailleurs la consommation est assez faible en Chine. Sur le graphique de droite, vous voyez que le taux d'épargne des ménages chinois est l'un des plus élevés au monde, et donc ça veut dire qu'en gros les Chinois consomment assez peu. Cet investissement, il est tellement élevé qu'il est en fait décorrélé de la consommation domestique. La Chine, elle investit plus que ce que la consommation domestique peut absorber. Sur le graphique de gauche, on voit que le taux de croissance de l'investissement, de la production industrielle, est plus élevé que les ventes au détail, que la consommation domestique. Et sur le graphique de droite,
on peut voir que le taux d'investissement dans l'industrie manufacturière est beaucoup plus élevé que le PIB, mais vraiment beaucoup plus élevé. C'est même pas le même ordre de grandeur, hein. En 2022, c'était 11% pour l'investissement manufacturier contre plus 3% pour le PIB. Donc, l'investissement a une part disproportionnée dans l'économie chinoise. Cet investissement, il permet la constitution de ce qu'on appelle des capacités excédentaires de production. Ce terme, il a été utilisé pour la première fois par les États-Unis en 2023, donc c'est très récent en fait. C'est pour ça qu'il y a une prise de conscience qui est assez tardive. Et c'est pour ça que c'est important de bien analyser en quoi le modèle économique intérieur chinois est mis au service des objectifs politiques, parce que c'est pas encore évident. Donc il faut comprendre que la Chine, elle investit énormément pour créer des capacités de production excédentaires, et on le voit en fait avec le taux d'utilisation des capacités de production. Si on a des capacités de production qui sont trop importantes par rapport à ce que la demande intérieure peut absorber, on va avoir une partie des usines qui vont fonctionner soit qui vont être à l'arrêt, soit qui vont fonctionner de manière partielle. Et c'est pour ça que sur le graphique de gauche, vous voyez un taux d'utilisation des capacités de production qui est très très faible, aux alentours de 75-80% en 2023. Et finalement, comme je le disais, ces surcapacités de production, elles entraînent une baisse des prix et une amélioration de la compétitivité prix de la Chine, et donc une augmentation des parts de marché chinoises. Donc le graphique de droite, il est un peu compliqué, mais en fait, il semble être compliqué, en fait, il est assez simple, il montre juste qu'il existe une corrélation entre la hausse des parts de marché de la Chine et la compétitivité prix de la Chine, et on voit notamment que la Chine a gagné beaucoup de parts de marché dans l'automobile, par exemple, ou dans les métaux critiques. Donc ça vient démontrer que la Chine, que cette stratégie d'investir dans des surcapacités de production permet à la Chine d'inonder nos marchés, de gagner en part de marché, ce qu'on dit souvent, c'est un terme journalistique, mais d'inonder nos marchés. Cette politique industrielle d'investissement massif, elle est orientée sur des secteurs stratégiques. Donc, c'est quoi, quel secteur stratégique? Par exemple, les terres rares, les métaux critiques, comme le graphite, le lithium. Donc, dans ces domaines-là, vous le voyez sur le graphique de droite, la Chine, elle maîtrise la majeure partie à la fois du processus d'extraction, mais également du processus de raffinage. Et sur le graphique de droite, on voit que la Chine représente 85% des investissements mondiaux dans les panneaux solaires, par exemple. Donc, c'est énorme. En fait, l'idée qu'il y a derrière tout cela, c'est que la Chine, elle va cibler les secteurs desquels on est particulièrement dépendant, que ce soit vis-à-vis de notre transition écologique ou vis-à-vis, par exemple, de notre industrie, hein, des semi-conducteurs, des terres rares, des métaux critiques. On en a besoin pour les voitures, pour les avions, pour les armes. Et donc, la Chine veut nous rendre dépendants dans ces secteurs stratégiques pour pouvoir ensuite procéder à utiliser ça comme des leviers de négociation. Si jamais on va être trop agressif vis-à-vis des positions chinoises, la Chine, elle va couper ses exportations. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, pas plus tard qu'en avril, en avril dernier, la Chine a procédé à des restrictions sur les exportations de terres rares, et donc ça a entraîné la mise à l'arrêt d'usines de voitures aux États-Unis. Une mise à l'arrêt provisoire, mais voilà, ça montre quand même que la Chine a une capacité de nuisance importante et qu'elle met son système productif intérieur au service de cette capacité de nuisance pour pouvoir en faire levier. Donc là, on voit que tout cela paye au niveau des statistiques extérieures. Ces dernières années, la Chine a accru son excédent commercial et elle a gagné des parts de marché depuis 2020. Donc là, il y a une corrélation entre les parts de marché et des surcapacités de production. Donc je ne m'attarde pas sur cette slide, mais c'est pour montrer que la Chine a amélioré ses statistiques extérieures grâce à sa stratégie commerciale agressive. Alors pour ceux qui auraient des doutes sur le volontarisme chinois en la matière, parce que souvent on entend dire que finalement c'est le système économique chinois qui est déséquilibré par nature, mais que c'est pas tellement de la faute des politiques chinois. En fait, là, les indicateurs de finances publiques nous montrent que c'est bien une volonté politique. On voit qu'il y a un taux d'endettement des gouvernements locaux qui est très élevé. Or, les gouvernements locaux, ce sont eux qui déploient la politique industrielle décidée au niveau central à Pékin. Et donc, il y a un endettement fort, un endettement public qui est très fort et en fait qui permet de financer toutes ces capacités de production dans des secteurs critiques.
Voilà, juste pour info, hein, on est à taux d'endettement à 110% et déficit public à près de 8%, parfois plus de 10%. C'est des taux qui sont très élevés pour une économie qui n'est pas mature, qui n'est pas une économie avancée. Voilà, qui sont vraiment particulièrement élevés. Pour terminer sur la partie macroéconomique, en fait, le Parti communiste chinois fait peser un risque sur l'économie intérieure. Le fait de surinvestir dans des capacités de production, ça risque de faire basculer la Chine en régime de décroissance et de déflation. Et donc, le Parti communiste chinois est prêt à sacrifier le bien-être des ménages, l'efficacité économique au service de ses objectifs géopolitiques. Pour le dire plus simplement, la politique de surinvestissement que Pékin mène n'est pas prudente, tout simplement, n'est économiquement pas prudente parce que ça fait peser un risque de déflation, de trappe à liquidité finalement. C'est ce qu'on a connu après la crise des subprimes. Et donc cette trappe à liquidité, là, la Banque centrale de Chine, très récemment, elle a pris contact avec les banques centrales européennes pour prendre des conseils sur les politiques monétaires accommodantes, pour essayer d'éviter de basculer en trappe à liquidité. Fort de ce modèle économique intérieur tourné tout entier ou presque vers la prédation commerciale, vers l'inondation des marchés occidentaux, la Chine mène une stratégie d'influence économique qui est structurée, qui est efficace. Et avec Alban Macron, on a identifié 3 piliers clés de stratégie d'influence économique ou de prédation économique. C'est tout d'abord la constitution de dépendance commerciale critique chez les Occidentaux. Ensuite, l'acquisition de technologies sensibles. Et troisième pilier, c'est l'acquisition d'emprises stratégiques. Donc, je ne reviens pas sur les dépendances commerciales, mais à plusieurs reprises, la Chine a pu bloquer des exportations lorsque les positions européennes ne lui convenaient pas. Et elle pourra utiliser ce levier, par exemple, sur des sujets majeurs comme Taïwan ou comme son expansion en mer de Chine. Concernant l'acquisition de technologies sensibles, on peut citer par exemple le fait que la Chine a acquis dans les années 2010 des entreprises nordiques de semi-conducteurs. Donc ça, c'est assez dramatique parce que les semi-conducteurs, c'est un secteur vraiment stratégique pour notre économie. Les semi-conducteurs, il y en a partout, dans les téléphones portables, dans les voitures, dans les armes, dans les avions. Et donc, bon, certes, c'était dans les années 2010, mais laisser la Chine faire l'acquisition d'entreprises de semi-conducteurs, c'est quand même très grave pour notre souveraineté collective. On a cette stratégie d'acquisition d'entreprises innovantes, elle est couplée aussi à des opérations d'espionnage industriel. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler du cas d'espionnage industriel en 2015. Une étudiante chinoise qui était en stage chez Valeo avait été reconnue coupable d'avoir volé des données sensibles. Enfin, je passe au troisième pilier, donc l'acquisition d'emprises stratégiques. L'exemple le plus connu, c'est l'acquisition du port du Pirée en Grèce en 2016 par l'entreprise chinoise Cosco. Mais plus récemment, il faut savoir qu'en 2022, la même entreprise chinoise a fait l'acquisition et est entrée au capital du port de Hambourg et ça a été validé par le chancelier Olaf Scholz. Il y a beaucoup d'autres exemples. Hein. Je vous ai cité tout à l'heure le fait que la Chine elle contrôle 25% du réseau électrique luxembourgeois-portugais. Voilà, c'est source de risques très importants pour la sécurité énergétique de ces pays-là, mais également européenne, parce que les marchés énergétiques et notamment électriques sont interconnectés. Et enfin, dernier exemple, c'est sur le plan financier, parce que la Chine a aussi des emprises stratégiques financières en Europe. Elle a fait par exemple l'acquisition de la Banque internationale du Luxembourg. C'est la banque historique au Luxembourg. Aujourd'hui, la banque vraiment historique du Luxembourg est en fait sous pavillon chinois. Et d'ailleurs, au Luxembourg, la Chine dispose de 7 sièges bancaires régionaux, donc européens, au Luxembourg. Et le Luxembourg est une sorte de place forte de la finance chinoise en Europe, de laquelle la Chine peut déployer ses investissements. Et donc, ces différentes prédations, elles sont source de risques pour l'Europe à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, on en mesure déjà les effets avec un espionnage industriel qui est accru. En fait, le fait que la Chine dispose d'emprise en Europe, ça facilite aussi ces opérations d'espionnage industriel. Il faut savoir, par exemple, que dans une chaîne de valeur, les systèmes d'information, hein, les ordinateurs, l'informatique sont souvent intégrés, interconnectés, et donc ça peut aider la Chine
à déployer des opérations de cyberattaque, cyberespionnage, de vol de données. On a d'ores et déjà des dépendances critiques sur le plan commercial qui menacent à la fois notre sécurité, mais aussi notre capacité d'autonomie diplomatique, donc notre capacité à mener, à porter des convictions, à porter des positions diplomatiques vis-à-vis de la Chine. Et on a des positions fortes vis-à-vis de Taïwan ou vis-à-vis de l'expansion régionale en mer de Chine. Donc, il est important qu'on puisse rester souverain et ne pas voir ces positions, cette crédibilité altérée par des dépendances commerciales critiques. Et puis enfin, tout simplement, aussi, ces dépendances commerciales, elles créent un climat d'incertitude pour les entreprises européennes, parce qu'aujourd'hui, investir en Chine ou s'approvisionner en produits chinois, c'est source d'incertitude importante. Donc maintenant, à moyen terme, quels sont les risques? Les risques, c'est qu'on pourrait, c'est que l'entrisme chinois, l'entrisme économique chinois en Europe pourrait créer un groupe de pays pro-Chine en Europe et donc accentuer les divisions au sein de l'Union européenne. J'ai cité tout à l'heure des économies qui aujourd'hui ne semblent pas avoir fait leur aggiornamento sur le plan de leur politique chinoise. Mais voilà, ça pourrait, si ça continue, on aurait une véritable scission en Europe entre les pro-Chine et les anti-Chine. Sur le moyen terme, on pourrait également observer des opérations de guerre hybride, de véritables guerres hybrides. Là, je fais le lien avec la citation que je vous ai synthétisée en début de présentation. Mais la Chine peut déployer, en cas de différends majeurs sur Taïwan, par exemple, la Chine peut déployer des opérations de cyberattaque, de sabotage en cas de conflit larvé avec les Occidentaux. Et à long terme, finalement, si rien n'est fait, on pourra assister au déclin, voire à l'effondrement de certains pans de l'industrie européenne, un déclin technologique et pire militaire, parce que voilà, encore une fois, à long terme, la puissance militaire est liée à la puissance économique. Très bien. Maintenant, quelle réponse proposons-nous dans notre note? Finalement, on propose 4 pistes de réponse. Tout d'abord, la sécurisation des chaînes critiques, ensuite la protection de l'innovation des entreprises, le renforcement de la souveraineté de la sécurité, enfin la projection de la puissance européenne. Bon, je vais vous citer les principales recommandations. Tout d'abord, sur la sécurisation des chaînes critiques, il est important d'aller au bout du Critical Raw Materials Act. Donc, c'est un acte européen qui a été pris récemment, qui vise en fait un objectif de 65% d'importation en provenance d'un seul pays dans un secteur d'activité. C'est un plafond. On peut pas. L'objectif, c'est qu'on n'importe que pour un approvisionnement donné, on n'importe pas à plus de 65% en provenance d'un seul pays. Donc, il faut vraiment que cela devienne une réalité. C'est pas du tout le cas dans le domaine des terres rares, dans le domaine des terres rares notamment, ou des panneaux solaires ou de l'éolien, par exemple. Il est important aussi de diversifier nos fournisseurs, par exemple avec l'Australie, le Canada ou encore certains pays africains. Et là, l'Afrique redevient, pour ceux qui en doutaient, un continent stratégique. Et il faut à cet égard souligner les efforts qui sont menés par la France en matière d'influence en Afrique. Depuis qu'il y a eu le retrait des troupes françaises d'Afrique, on a créé des entités au sein du gouvernement français qui permettent de déployer une stratégie d'influence sur la base d'un partenariat d'égal à égal et qui vise aussi à contrer l'influence de Moscou et de Pékin en Afrique, qui procède que ce soit à travers Africa Corps et Wagner pour la Russie, ou à travers le piège à la dette qui est mis en œuvre par la Chine vis-à-vis de nombreux pays africains. Donc voilà, renforcer notre influence en Afrique. Pour l'aspect souveraineté-sécurité, il faut poursuivre les efforts qui sont menés dans le filtrage des IDE. Le filtrage des IDE a été renforcé, les critères ont été étendus pour, par exemple, le critère en termes de pourcentage d'acquisition des parts dans une société a été abaissé récemment. Et donc, c'est vrai que maintenant, on contrôle beaucoup les IDE entrants, mais il faut continuer à renforcer à élargir les critères pour contrôler un maximum d'investissements chinois entrants. Et il faut aussi contrôler les IDE sortants. Il faut savoir que les investissements à l'étranger sortants, quand une entreprise occidentale ou française investit en Chine, c'est aussi un risque de captation technologique sur le territoire chinois.
Concernant la protection de l'innovation et des PME et des entreprises, une piste, ça pourrait être de muscler nos dispositifs de contre-ingérence et de cybersécurité. Par exemple, il faut savoir que 80% des cyberattaques sont liées à une erreur humaine évitable, par exemple des campagnes de phishing. Et donc, c'est important de sensibiliser, et c'est ce qui est fait par exemple par la police et la gendarmerie. Ils déploient depuis un an des référents dans les entreprises pour les sensibiliser. Donc là, on fait le lien, par exemple, entre des initiatives de la gendarmerie et les menaces que représente la Chine vis-à-vis de nos PME à travers son entrisme économique et ses prédations économiques en Europe. Et enfin, sur la projection de la puissance européenne et l'investissement, une recommandation, ça pourrait être de renforcer le programme Horizon Europe. Horizon Europe, c'est dans le cadre de NGEU, du plan de relance Next Generation EU, suite à la pandémie de Covid. C'est un plan qui vise à investir, à augmenter la R&D. Et ce plan est manifestement trop faible par rapport aux efforts que fait la Chine chez elle et aussi en termes d'innovation. Et donc, il faudra par exemple le porter à 1% du PIB européen ces prochaines années. Voilà, j'en ai terminé. Donc, cher Jean-Thomas, je vous redonne la parole. Merci Cyprien pour cette présentation très complète, très substantielle et roborative. Je ne doute pas qu'il y aura des questions tout à l'heure, mais sans attendre, je me tourne vers vous, cher Laurent, en vous demandant de bien vouloir partager votre regard. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu schématique ce que je dis, plus politique et géopolitique, alors que Cyprien était plus économique et géoéconomique, mais votre regard sur la relation UE-Chine dans la perspective de ce sommet qui n'aura peut-être pas lieu ou qui sera amoindri. Est-ce que nous sommes au moment de bascule, si je puis dire, et de prise de conscience des Européens face à la Chine? Merci Jean-Thomas. Oui, alors ça fait une petite vingtaine d'années que je suis, pas très assidûment, mais tout de même régulièrement les relations euro-chinoises. Et ça fait une vingtaine d'années qu'on dit qu'elles sont à un carrefour ou à un tournant. Donc, on va ne pas prendre le tournis et on va essayer de s'asseoir et de voir comment ça se passe aujourd'hui. L'actualité est riche, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, vous avez cité dans votre introduction des dirigeants qui se sont exprimés très récemment. Et les grands esprits se rencontrent. Ma présentation va tourner autour de verbatim, car en économie, on a Cyprien l'a brillamment démontré, on a des datas, on a une façon chiffrée d'aller dans le réel et de mesurer les progrès ou les incertitudes, les tendances lourdes, en l'occurrence de la politique économique chinoise. Dans mon secteur qui est la géopolitique, ma data, ma source à moi, ma donnée primaire, c'est la parole des dirigeants chinois. Et parfois on oublie de les écouter et leurs propos trahissent tout autant leurs intentions stratégiques réelles pour peu qu'on les écoute et qu'on les prenne en compte. Mais avant cela, permettez-moi de tenter de caractériser où on en est dans notre relation avec la Chine. Pour bien se figurer la relation qui est développée, il faut d'abord comprendre comment elle se structure. Alors schématiquement, elle a trois composantes ou trois étages, en réalité 3 étages plus 1. Il y a d'abord la composante stratégique, il y a un dialogue stratégique ou géostratégique qui est en place sur des sujets géopolitiques, géostratégiques, sécuritaires. Vient ensuite la partie économique et commerciale, second étage, et puis donc celle des échanges, des politiques économiques, et puis le reste. Alors pêle-mêle, c'est la coopération scientifique, culturelle, etc. Et puis il y a l'étage plus 1, sorte de ballast de la relation euro-chinoise, qui est le climat, un sujet multilatéral par excellence. Alors si on se représente ces trois composantes de nos discussions avec la Chine sous la forme d'une fusée, il faut bien faire de temps en temps une métaphore pour bien visualiser de quoi il s'agit, qui jouerait le rôle de l'étage inférieur, c'est-à-dire de la propulsion, celui qui fait décoller la fusée et qui lui donne sa trajectoire, au moins initiale, et quelles sont les discussions qui seraient alors portées au niveau supérieur,
par ce premier étage, et donc qui suivrait un petit peu l'élan porté par la mise en route. C'est un peu comme cela que se situent les débats actuellement entre l'Europe et la Chine. Avec la montée du capitalisme chinois d'État, de son modèle de projection de puissance, qu'a très bien décrit et analysé Cyprien, avec l'affirmation du rapprochement entre la Chine et la Russie dans un contexte où l'usage de la force et la menace peuvent prévaloir, pour certains, sur le droit international et le respect des règles et des conventions. Le socle de notre relation avec la Chine doit-il être fondé sur une convergence de vues sur les grands sujets sécuritaires, les conflits ouverts ou larvés, la sécurité internationale, dont la nôtre, bien entendu, ou alors, à défaut, ou par conviction, ou par pragmatisme, privilégier la continuité des relations économiques et commerciales sur les mêmes errements que, je dirais, ces 5 ou 10 dernières années. Et si c'est le cas, sous quelle forme et autour de quels termes et quels principes? Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Je vais vous donner d'abord mon sentiment général, puis revenir sur la dernière séquence diplomatique entre l'UE et la Chine, que vous avez esquissé, Jean-Thomas, en introduction, en sélectionnant certains passages des déclarations côté chinois et européens aussi, qui nous éclairent tout autant, si ce n'est davantage, que si l'on faisait une tentative d'analyse globale. Alors, mon sentiment d'abord. Nous sommes à 2 semaines du sommet UE-Chine, qui doit se tenir donc à Pékin, et nous sommes à 2 doigts de son annulation. Alors, je sais que nos diplomates européens, et donc des États membres, hein, bien sûr, travaillent d'arrache-pied pour que cet événement ait lieu. Pour ceux qui suivent ça de près, je vais vous paraître un peu superficiel, mais pour autant, il faut souligner qu'un tel niveau de passe d'armes entre la Commission européenne, par exemple, et Pékin est assez inédit. Et à l'heure du réchauffement climatique, permettez-moi un petit peu d'esprit, les relations euro-chinoises entrent dans une nouvelle ère de glaciation. Est-ce que ce pouvoir chauffant des discussions sur le climat et la décarbonation peuvent la sauver? Probablement pas. Est-ce qu'elle peut jouer sur le rôle de couverture de survie comme rôle de couverture de survie durant quelques temps? Probablement. Beaucoup, là aussi, de personnes y travaillent, je le sais. Mais pour l'heure, si on écoute les dirigeants européens et chinois, c'est la douche. Alors, je prends 2 exemples, 2 prises de position publiques, d'un côté et de l'autre. D'abord, le discours de Mme von der Leyen devant le Parlement européen, c'était hier ou avant-hier, puis la prise de parole de Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, membre permanent du bureau politique, également Monsieur Sécurité nationale en Chine, qui était en France la semaine dernière, en Belgique, en Allemagne, pour préparer les conditions de la faisabilité du sommet prévu à Pékin. Alors, le discours de Mme von der Leyen devant le Parlement européen s'articule autour de 3 points. Alors, point numéro 1, la Chine ne peut continuer d'exporter ses problèmes économiques internes par l'export. Elle dit, je cite, ces problèmes domestiques ne peuvent être solutionnés au détriment des autres États. Deuxième point, l'UE continuera à dérisquer. Le dérisking est une question d'indépendance de l'Europe. Troisième point, en forme de double si la Chine affirme défendre l'ordre international fondé sur des règles, alors elle doit condamner sans équivoque la violation flagrante par la Russie de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des frontières internationalement reconnues de l'Ukraine et agir en conséquence. Et si la Chine prétend défendre le multilatéralisme, alors elle doit respecter les règles et les principes du commerce international tels qu'ancrés dans l'OMC. Alors, mes commentaires d'abord. En réalité, il n'y a pas de si. La Chine ne défend pas l'ordre international fondé sur les règles et la Chine ne respecte pas les principes, les règles de l'OMC. En revanche, elle montre du doigt, Mme von der Leyen montre du doigt quelque chose de fondamental. La politique chinoise actuelle consiste à se défaire de ses déséquilibres internes sur le monde. Ses surcapacités, mais aussi sa dette qui est colossale. Surtout, ce modèle ne fait pas seulement fi des règles commerciales, mais aussi du droit international et de notre sécurité. Et il porte en lui, il crée avec lui, de l'insécurité pour l'Europe en s'appelant à la Russie qui menace elle directement notre sécurité. Le problème là-dedans, c'est que si la présidente de la Commission est claire sur les points d'attention, elle ne pose pas les lignes rouges au-delà desquelles il n'est plus possible de parler commerce à jour. Quand elle parle de chantage de la Chine, c'était dans une autre déclaration, celle du G20 au Canada, un peu plus tôt, elle le range dans la catégorie des outils et des formes que prend la coercition économique. Mais pour la Chine, ce n'est pas de la coercition économique. La Chine ne saucissonne pas l'économie et le politique comme nous le faisons. Pour l'élite chinoise, c'est un des moyens
par l'économie d'affaiblir l'Europe, tout comme son attelage avec la Russie, en l'aidant à prolonger son effort de guerre en Ukraine et à se préparer à l'après-Ukraine le permet également. Donc je pense personnellement que la relation est tout simplement dans l'impasse, plus qu'un carrefour. La stratégie en place doit être révisée en profondeur. Elle est obsolète. Pour moi, elle est obsolète, inefficiente, à plusieurs niveaux. D'abord, d'un point de vue opérationnel. Vous avez entendu parler du triptyque d'actions sur lequel se fonde la stratégie chinoise de l'UE depuis 2019, qui ressort d'ailleurs pour moi plus de la posture que de la stratégie. C'est-à-dire être à la fois un partenaire, un concurrent et un rival systémique. Ça ne fonctionne pas. Pour une raison simple, c'est que ce n'est pas nous qui pouvons décider quel comportement la Chine va adopter. Il suffit qu'elle déplace le curseur en se posant en concurrente quand nous la considérons comme partenaire ou comme rivale là où nous la voyons comme concurrente, et une situation d'asymétrie peut se reproduire à l'infini. C'est pourquoi dans ce schéma, il ne peut y avoir de réciprocité dans l'action ni dans les intentions. Et puis, une stratégie, ça ne s'énonce pas, ou pas en totalité. Ensuite, de manière de positionnement, en matière de positionnement diplomatique et d'action, la division du travail entre les États membres de l'Union et ses institutions et les institutions européennes, nos commissions, Parlement, Conseil, n'est pas équilibrée. Pour le dire dans un autre registre, le good cop, les États, et bad cop, la Commission, ce jeu-là, la Chine l'a très bien intégré et ne parle véritablement qu'aux États. Pour la Commission, elle fait semblant, et pour le Parlement, elle tente de le museler par les sanctions. Résultat, la Commission parle plus fort, plus durement. Et plus elle parle fort, plus les États surcompensent en mettant de l'eau dans leur vin. On a pourtant en place depuis 2022 une boussole stratégique, depuis 2023 une doctrine de sécurité économique au niveau européen, mais quand on veut articuler les trois ensemble avec la stratégie en triptyque, on voit mal comment tout cela progresse. On fait du surplace en fait, depuis quelques années, c'est ce que je pense, ce qui veut dire que nos positions reculent. La position globale est mal maîtrisée, mal équilibrée et inaudible. Il faut revoir l'ensemble. Alors, c'est facile de dire qu'il faut revoir l'ensemble. Après, je vais venir à mes pistes de réflexion. Mais avec à la clé une question politique majeure. Devons-nous prévoir un mécanisme d'interruption de nos relations avec la Chine sur un large périmètre d'acteurs et de secteurs d'activité? Dans cet intervalle, dans cet entre-deux-mondes, le rôle des États doit rester prédominant et dans l'attente d'une unité géopolitique et diplomatique de fait. Et là aussi, il ne faut pas se tromper. Je pense que l'unité, c'est le but, mais pas le moyen. Sinon, nous l'attendons, comme on attend le Messie, et dans l'intervalle, on fait peu et on se rend vulnérable. Avec qui avancer en Europe? L'Allemagne, bien sûr, mais aussi les Britanniques, qui, je pense, ont une vraie longueur d'avance sur nous. Ensuite, deuxième verbatim que je vous dois d'avoir disséqué dans ma série de données non chiffrées à moi, la parole dirigeante, Wang Yi à Paris le 4 juillet dernier, reçu par le Quai d'Orsay. Alors, le premier point d'attention de Wang Yi de samedi dernier au Quai d'Orsay est assez symptomatique de comment la Chine voit les choses. Premier point, le dialogue stratégique, donc l'étage du bas de la fusée ou l'étage du milieu si on considère que c'est le commerce et les échanges qui fait décoller la dite fusée. Alors pour Wang Yi, la France et la Chine sont d'accord sur l'essentiel. Et je cite, « Peu importe comment évolue le contexte international, la Chine joue un rôle constructif avec la France pour une résolution politique de la crise ukrainienne. » Fin de citation. Alors, comme si l'Ukraine était en guerre civile et non en guerre contre l'agression russe. Alors, peu importe comment évolue le contexte international, la relation entre l'UE et la Chine, et donc France comprise, doit faire abstraction, si je comprends bien les propos de M. Wang, de ce qui se passe autour, de la guerre menée par la Russie en Ukraine, et j'en passe. C'est parfaitement cohérent, en fait, avec ce que Wang Yi aurait dit il y a quelques jours seulement à Mme Kallas, la haute représentante pour les affaires de sécurité et les affaires étrangères de l'UE, selon certains médias. Wang Yi aurait dit que la Chine ne peut se permettre de défaire la Russie en Ukraine, ne peut se permettre la défaite de la Russie en Ukraine, car cela permettrait aux États-Unis de se focaliser pleinement contre la Chine. Et là, tout le monde semble tétanisé. En fait, j'ai lu très peu de choses sur le sujet, commentaires, analyses. En fait, il y a rien de nouveau. Wang Yi ne fait que dire ce que tout le monde sait. La Chine soutient l'effort de guerre russe car une défaite de la Russie renforcerait les démocraties en Europe et le droit international. Et les États-Unis n'ont pas besoin d'interrompre leur livraison d'armes à l'Ukraine pour se concentrer sur la Chine, Taïwan et l'Indo-Pacifique, c'est ce qu'elle fait actuellement. Je pense que c'est un argument trompeur, de déception,
diraient nos amis anglo-saxons, que nous envoie Wang Yi, comme pour désamorcer la question russe. Mais ce que dit Wang Yi en substance, c'est la chose suivante. Si la Russie perd, nous ne pourrons plus menacer d'envahir Taïwan, car cela ne marchera plus. Le monde entier aura vu que le droit des peuples finit toujours par l'emporter sur la force. On peut bien sûr me dire que cette lecture est un peu une interprétation, tirée par les cheveux, objection, tout à fait recevable. Donc je suis allé relire la déclaration conjointe sino-russe du 9 mai dernier, lors du déplacement de Xi Jinping à Moscou, et c'est assez fascinant. Alors pas la déclaration, parce qu'elle est parfaitement au prolongement du pacte sino-russe, mais notre non-réaction, y compris dans les médias, comme si nous étions las, finalement, de les entendre nous menacer. Je cite la déclaration dans son paragraphe 2, c'est du mot pour mot, traduction littérale. La partie russe s'oppose à toute forme d'indépendance de Taïwan et soutient fermement les mesures prises par le gouvernement chinois pour maintenir sa souveraineté nationale, son intégrité territoriale et réaliser l'unification nationale. Les mesures prises, c'est flou, mais ça laisse entendre que cela inclurait l'usage de la force. Alors évidemment, une Russie défaite en Ukraine ne serait d'aucune aide à la Chine en cas de coup de force contre Taïwan. La contrepartie chinoise à cet engagement russe, à la soutenir sur Taïwan, tombe quelques lignes plus loin dans ce même paragraphe de cette déclaration jointe. Je cite. La partie chinoise soutient la Russie dans la préservation de sa sécurité et stabilité nationale, de son développement et de sa prospérité, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, et s'oppose à l'ingérence de forces extérieures dans les affaires intérieures russes. Vous avez bien entendu, la Chine soutient l'intégrité territoriale russe, qui pour Moscou intègre la Crimée et les 3 oblasts ukrainiens annexés, mais pas complètement occupés. Alors je ne pense pas que ce soit une surinterprétation de dire que Pékin soutient les buts de guerre russes en Ukraine, en Europe. Et dans le même temps, Pékin ne reconnaît pas officiellement, diplomatiquement j'entends, ces annexions russes. Donc Pékin, pour moi, est pris en quelque sorte en flagrant délit de double jeu et de double discours. D'un côté, nous soutenons l'action extérieure russe et son intégrité territoriale telle qu'elle est à l'heure actuelle, et de l'autre, nous défendons l'intégralité de la souveraineté des peuples, selon les mêmes principes onusiens, l'intangibilité des frontières, etc., etc. Donc là où je veux en venir, c'est que puisque M. Wang Yi, selon lui, nous sommes prétendument alignés stratégiquement, n'est-ce pas, ce qui est bien sûr totalement faux, nous devons admettre cette réalité partagée. La Chine ne fera rien pour stopper la Russie et la soutiendra dans ses efforts pour gagner la guerre. Donc, revenons à nos moutons et à l'essentiel, les affaires économiques et commerciales. Alors, c'est l'objet du deuxième point de Wang Yi, distribué au Quai d'Orsay samedi dernier. Donc là aussi, je cite M. Wang dans le texte. La Chine et l'Europe ont résolu de manière appropriée la question du cognac, nos producteurs apprécieront la formulation, par des consultations amicales. Nous souhaitons apporter davantage de produits français de qualité et soutenir parmi les plus puissantes de nos entreprises pour qu'elles investissent en France. Nous espérons et croyons que la France offrira un environnement commercial équitable, transparent et non discriminatoire aux entreprises chinoises. Fin de citation, parce que c'est évident que la Chine offre un environnement équitable, transparent et non discriminatoire aux entreprises européennes en Chine. Donc là, nous touchons le point central des visées chinoises en Europe et en France. Alors, ma conclusion, c'est qu'il faut écouter les dirigeants quand ils disent ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire. Il faut aussi écouter nos propres dirigeants quand ils s'expriment sur les politiques de ces États autocratiques. Hier, Nicolas Lerner, patron de la DGSE, a été interviewé donc, sur LCI. Son interview est disponible sur YouTube. Que dit-il au sujet de la Russie de Vladimir Poutine? Je le cite, vous voyez, je cite des verbatim des deux côtés. Je cite M. Lerner. Quand on regarde le cercle idéologique du Kremlin, quand on écoute les mots des dirigeants autocrates, les mots sont importants. Quand on regarde l'idéologie qui fonde la politique étrangère russe, tout cela pose les bases idéologiques et conceptuelles d'une possible attaque militaire contre l'OTAN. C'est fort. Eh bien, je dirais, moi, concernant la Chine, pour l'avoir étudié depuis de nombreuses années,
années, au travers notamment des propos tenus par le Parti communiste chinois et ses dirigeants, que lorsqu'on regarde le cercle idéologique autour de Xi Jinping, quand on regarde l'idéologie qui fonde la politique étrangère chinoise, cela pose les bases pour, dans un premier temps, un possible soutien à la Russie de Vladimir Poutine dans ses projets de conquête sur le sol européen, d'une part, et d'autre part, à la préparation d'un engagement armé quelque part dans le monde. Et Nicolas Lerner ajoute ces deux ferments de cette vision paranoïde du monde, côté russe, qui sont les mêmes, selon moi, que ceux qui déterminent la vision chinoise. En un, le sentiment d'être assiégé, et en deux, une certaine nostalgie d'empire. Alors oui, le rêve chinois de Xi Jinping est un rêve d'empire, et cela devrait nous faire réfléchir. Alors, si j'ai le temps, et je m'en remets à Jean-François, juste le temps de suggérer quelques pistes, elles transparaissent dans mon exposé, je résume. Dans cette période de révision nécessaire de la posture européenne vis-à-vis de la Chine, ce serait le bon timing de faire ce que nos amis britanniques ont fait, qui sont en dehors de l'UE et qui font partie de l'Europe. Un audit général de la relation avec la Chine, déjà au niveau national. Nous pourrions en tirer des enseignements dont nous partagerions les éléments les plus actionnables avec nos partenaires européens. Point numéro 2, j'estime que durcir le jeu avec la Chine passe par la mise en place d'un véritable régime de type contrôle des armements ou de contrôle de non-prolifération, visant spécifiquement la Chine, mais aussi les États proliférateurs et proliférants, dotés d'un mécanisme d'inspection et de contrôle pour évaluer, le cas échéant, leur degré d'expansion à l'international qui menace potentiellement de manière patente et de manière systémique notre sécurité et notre modèle social, en plus des aspects économiques. Si c'est le respect des règles qui est la clé d'un retour à l'équilibre, donnons-nous les moyens de faire respecter celles qui existent et qui sont en vigueur déjà. Pour ce faire, deux préconditions, au-delà bien sûr de l'unité entre États, qui, je le rappelle, doit être le but, le chemin, et pas le moyen ou la précondition. D'abord, un rééquilibrage et une clarification des pouvoirs et des prérogatives entre les institutions européennes et entre celles-ci et les États membres. Pour la Chine, que la Commission ait les compétences exclusives en matière commerciale et non en matière de sécurité et de défense est perçue comme un vice de construction et une faille béante dans laquelle elle s'engouffre. Ensuite et surtout, élever notre réflexion stratégique. Que veut-on faire avec la Chine? Les Américains parlent de endgame, c'est-à-dire d'effet final recherché. Et nous? Que veut-on faire avec et de la Chine de Xi Jinping? Je vous remercie. Merci Laurent. Là aussi, une intervention claire et substantielle. Écoutez, merci à tous les deux, puisque vous avez parfaitement respecté le timing. Chers amis, je vous propose d'ouvrir le temps des questions. N'hésitez pas à prendre la parole, soit spontanément si vous le souhaitez, soit en levant la petite main jaune ou le petit pouce jaune, comme on peut le faire sur Zoom. La première question est toujours la plus difficile. Qui s'y sent prêt? Allez-y, Hugues. Merci. Je voudrais bien poser une question. Le mix énergétique français est composé en grande partie de nucléaire, dans lequel les Chinois n'ont pas grand-chose à voir, et par ailleurs d'éolien et de solaire, dans lequel les Chinois sont partie prenante quasiment en totalité. Est-ce que cela porte l'Europe à réfléchir un petit peu sur le fait de privilégier plutôt le nucléaire, ne serait-ce que pour se découpler de la Chine? Cyprien ou Alban? Alors sur le nucléaire, déjà bonjour. Sur le nucléaire, c'est intéressant parce que justement les Chinois se mettent de plus. Donc, sur les panneaux solaires, vous avez tout à fait raison, on dépend d'eux à 95% à peu près donc des importations, donc on est complètement dépendant d'eux. Il y avait quelques fleurons français, même quelques fleurons européens qui ont totalement dévissé avec la concurrence et les subventions énormes qui ont été mises en place par les Chinois. Ce qui est intéressant justement, c'est sur le nucléaire. Moi, par exemple, je connais bien par exemple la Slovénie. La Slovénie veut construire des centrales. Il se trouve que les Chinois sont de plus en plus impliqués justement dans ce secteur-là. Ils nucléarisent énormément et par groupe de dizaines de réacteurs en projet. Et ils essayent justement de se projeter sur le territoire européen. Donc, les Européens justement réfléchissent à ce qui est en train de se passer. Mais encore une fois,
les Chinois, tout comme les Russes d'ailleurs, essayent de faire leur place. Après, sur le nucléaire, en général, les Chinois et les Russes sont exclus. C'est le cas en Slovénie, par exemple. Sur d'autres pays, j'ai pas d'idée particulière où les Chinois sont encore en place. Mais quoi qu'il arrive, voilà, ils se lancent énormément sur le nucléaire, contrairement à avant, justement. Oui. Merci. Alors Laurent, moi j'ai une question pour vous. Vous avez rapidement évoqué la réévaluation de la stratégie britannique par eux-mêmes, enfin le travail qui a été accompli. Est-ce que vous en savez plus? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors comme à l'accoutumée, nos amis britanniques, monarchie parlementaire, commencent généralement par un gros travail parlementaire. Alors ils ont beaucoup travaillé sur la question chinoise depuis quelques années déjà, et sur le périmètre des intérêts vitaux, des intérêts stratégiques, des industries qu'ils peuvent laisser semi-ouvertes aux entreprises chinoises. Ils sont allés loin, y compris dans le nucléaire, tout ce qui est télécommunications, ils sont allés loin dans beaucoup de domaines. Ça, c'était avant Boris Johnson, avant le Brexit. Voilà. Après, il y a un effet de balancier très fort. Le travail parlementaire a créé des remous. C'est vrai que la Chine, le Royaume-Uni a une culture stratégique, une culture de renseignement, une culture de la gestion de ses partenaires et concurrents, adversaires stratégiques depuis donc feu l'Union soviétique et la Seconde Guerre mondiale, reconnue mondialement. Donc elle voit la Chine sous un prisme toujours. Elle aborde la question chinoise d'une manière qui ressemble un peu à la manière américaine, où ces relations commerciales seront toujours indexées aux conclusions qu'elle tire sur un plan stratégique d'indépendance, voilà, toute son expérience en tant que puissance coloniale indépendante, voilà, fait le reste. Il y a un substrat qui les pousse à avoir une réflexion qui est une réflexion très sécuritaire, à la fois très libérale, et nos amis britanniques naviguent entre une tentation de grande fermeté et une tentation libérale. Voilà. Donc, ensuite, cet audit est partiellement public. Certains disent qu'il a accouché d'une souris, puisque les positions récentes, je l'explique un tout petit peu dans ma note, c'est le contre-effet selon moi, des positions très dures que tiennent la Commission et le Parlement, que tient surtout la Commission européenne depuis quelques mois, depuis les sommets au Canada, puis autour de cette préparation du sommet. Donc le gouvernement britannique semble faire un petit peu machine arrière aujourd'hui et laisser ouvert la porte ou le périmètre plus large aux investissements et aux échanges avec la Chine. Mais bon, tout cela est parfaitement encadré et ils sont parfaitement lucides des risques que font encourir notamment l'attelage sino-russe. Merci Laurent. N'hésitez pas vraiment à prendre la parole, sinon moi je continue parce que j'ai plein de questions à poser. Oui, Cyprien, une question pour vous, et Laurent et Alban, n'hésitez pas. Cette lecture que vous faites, cette alarme ou cette alerte que constitue votre note aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait faire une petite géographie européenne de la prise de conscience de la menace? Est-ce que vous êtes capable, alors on ne va pas faire les 27, mais de voir quels sont les pays qui sont matures sur cette prise de conscience, ceux qui ne le sont pas, etc. Est-ce qu'on peut avoir une idée, en gros, de où en est la prise de conscience dans les États membres, parmi les États membres?
Non? Bon, je vais prolonger ce que disait Cyprien en nommant 3 pays de mémoire, la Grèce, la Hongrie et un troisième qui m'échappe, Le Luxembourg. le Luxembourg. Alors, le Luxembourg, peut-être pour d'autres raisons, beaucoup plus liées à l'architecture même du pays et des possibilités financières, etc., qui peuvent s'y opérer. D'un point de vue strictement politique, alors des études ont été faites depuis les années Juncker, donc le mandat de Juncker sur qui en Europe est plus. Alors, c'était des pro-mercantilistes. Alors, bien sûr, il y avait l'Allemagne en premier, et puis après, il y avait les souverainistes, et puis ceux qui étaient plutôt à mi-chemin. Alors, la France aussi était plutôt à mi-chemin, tiraillée entre ses objectifs, plutôt son agenda diplomatique franco-chinois et ce principe de subsidiarité ou de transfert de compétences qui oblige également à se positionner sans cesse vis-à-vis de la Chine. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus voir, je pense, la cartographie de l'Europe, enfin plutôt de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine au travers des instituts, enfin des membres de l'Union européenne, mais au niveau continental. Je pense que c'est plus approprié. D'abord, il y a l'environnement Schengen, il y a l'UE, il y a Schengen, les États membres ne se recoupent pas totalement, même si c'est un peu ou prou la même cartographie. Il y a surtout la communauté politique européenne qui est une invention, c'est récent, ça n'a peut-être pas une matérialité suffisante pour s'inscrire dans les agendas économiques, mais il y a des pays qui sont déjà convaincus que le substrat idéologique, les fondements de la politique économique chinoise sont de telle magnitude qu'elles vont nécessairement remettre en cause un certain nombre de positions, voire de positions et comment dirais-je, d'acquis, voire porter une menace réelle et immédiate à notre potentiel scientifique national, et donc qui sont plutôt vent debout contre des investissements nouveaux chinois et contre ce qu'on appelle aujourd'hui la reverse dung, c'est-à-dire de faire en sorte d'appliquer aux entreprises chinoises ce que les entreprises chinoises ont fait subir à nos entreprises en Chine durant ces 20 dernières années, en leur imposant des joint ventures, etc. Il y a certains pays qui sont plutôt convaincus que c'est un schéma qui marcherait. Il y a d'autres pays qui sont plutôt convaincus du contraire. Et il y a des pays qui sont moins concernés par les investissements chinois tout court et qui voient cette relation euro-chinoise plutôt sous un angle très politique, fortement lié à la Russie et plus déconnecté des intérêts immédiats de l'emploi, des bassins industriels et de tout ce que l'on pourrait perdre technologiquement à aller plus loin avec la Chine. Merci. Si je peux me permettre de compléter, merci beaucoup Laurent. C'est vrai que c'est très intéressant ce qui se passe sur les IDE chinois, parce qu'en fait, il y a un changement de nature en fait, ces dernières années. Donc, ce qu'on observe sur la façade, c'est qu'il y a une baisse extrêmement forte en fait, des investissements des IDE, qui passent à peu près de 35 milliards à 40 milliards en 2016, qui était le pic, à aujourd'hui 6,8 milliards. Le truc, c'est que si on en reste à cette façade, on se dit que le FDI screening, c'est-à-dire le contrôle des investissements fait par l'Union européenne, marche. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas justement avec ça, c'est qu'il y a un changement de nature de ces investissements. Aujourd'hui, les Chinois, ils veulent investir, ils veulent focaliser leur attention et sur certains secteurs et surtout, donc là, en l'occurrence, beaucoup les véhicules électriques, ça va être le secteur bancaire, ça va être, comme l'a très bien dit Cyprien, certains grands projets comme des chemins de fer et surtout sur certains pays en particulier, pour avoir des portes d'entrée vers l'Europe ensuite. C'est ce qui se passe, par exemple, donc, comme Laurent l'a très bien dit, en Hongrie, au Luxembourg. En Hongrie, par exemple, il y a un investissement, il y a le plus grand investissement de l'histoire qui vient d'être lancé pour une usine de batteries électriques, donc à hauteur de 7,3 milliards, c'est le plus grand investissement du pays.
Et donc, le but étant, politiquement, d'avoir un groupe d'amis au sein de l'Union européenne et d'avoir des pays qui, tout simplement, deviennent dépendants de la Chine. Moi, je le vois en Slovénie, par exemple, aussi, où les Chinois viennent cette semaine-là, justement, de se positionner, pareil, sur les véhicules électriques qui représentent aujourd'hui 70% des investissements chinois en 2024. Ils viennent de se positionner. Et donc, ça fait que, justement, il y a quelques pays amis, pour répondre à votre question, Jean-Thomas, il y a quelques pays très, très amis, parce qu'en fait, ils deviennent totalement dépendants des investissements chinois. Et d'autres pays, en effet, qui s'en rendent beaucoup plus compte, mais cette stratégie, elle est de plus en plus ciblée. La Slovénie, par exemple, ça permet d'avoir un point d'entrée vers les Balkans occidentaux, qui sont justement une cible aussi d'influence pour l'Union européenne, pour leur éviter de tomber dans le giron chinois. Donc la Bosnie, la Serbie, etc. La Serbie qui est énormément visée, par exemple, par la Belt and Road Initiative, qui est la nouvelle route de la soie chinoise, donc il y a vu, par exemple, une ligne ferroviaire financée par la Chine entre Belgrade et Budapest, par exemple. Merci. Je peux compléter, pardon, sur le Luxembourg, juste pour vous donner une petite anecdote. Pas plus tard que le 14 janvier dernier, le ministre des Finances du Luxembourg, Gilles Roth, il s'est rendu en Chine. Il faut savoir que chaque année, le ministre des Finances du Luxembourg se rend en Chine, chaque année. Et par exemple, il a dit, bon, comme Laurent dit, il faut prêter attention à ce que disent les dirigeants, parce que ça traduit, en fait, ça révèle en fait leur idéologie et leur conviction. Il dit que la Chine est un important marché d'avenir. Avenir, comme il compte sur la Chine à l'avenir pour l'économie luxembourgeoise. Et en fait, qu'est-ce que va faire le ministre des Finances du Luxembourg en Chine? Il va vendre la stabilité politique au Luxembourg. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent le Luxembourg. Bon, c'est un petit État, c'est un État unitaire, assez stable. Ils pensent tous la même chose, tous les partis pensent à peu près la même chose sur le plan économique et ils gouvernent sous forme de coalition. Donc en vérité, c'est vraiment assez stable. Aussi, ils vantent la réactivité du Luxembourg parce que le Luxembourg, les autorités au ministère des Finances sont très accessibles, donc ils sont capables de faire évoluer la réglementation en fonction des investissements qui viennent. Et enfin, il y a un communiqué de presse donc du gouvernement du Luxembourg qui conclut sur le fait que il y a un grand potentiel d'avenir pour les relations bilatérales entre la Chine et le Luxembourg. Donc l'aggiornamento qu'on a vu avec l'Allemagne, avec le passage entre Scholz et Merz au Luxembourg, le Luxembourg en est très loin. Voilà. Je vous laisserai plus une anecdote sur le Luxembourg, mais je crois que sur la cartographie, voilà, on a en tête que le Luxembourg, la Hongrie, la Grèce sont très dépendants économiquement de la Chine. Voilà, certains pays comme la France en tête sont plus une vision plus stratégique et donc plus prudente. Et l'Italie, par exemple, qui vient de sortir en 2023, par exemple, qui était le seul pays du G7 à être membre justement des routes de la soie, donc la Belt and Road Initiative, et qui est sorti justement en 2023. Donc il y a une prise de conscience sur certains États qui n'hésitent pas justement parce que sortir justement de cette initiative-là, ça veut dire aussi refuser d'immenses investissements qui sont mis en place par les Chinois, et donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience où ils sont prêts justement à mettre sur le côté des bénéfices économiques directs. Merci. Alors, il y a peut-être j'ajouterai un dernier point sur ce sujet. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, il y a un format Chine plus 17 qui intégrait les pays d'Europe centrale, les PECO, autour de la Chine voulant non pas diviser, c'est pas si simple que ça, mais former, comme dit très bien Alban, un groupe d'amis. Alors ça c'est très chinois, les groupes d'amis partout. En Europe, et voilà, pour essayer notamment d'adresser le sujet central de préoccupation qui est les routes de la soie, qui sont en fait une ingénierie de prise de contrôle et de position stratégique en Europe. Et moi qui ai un petit peu tiré à boulet rouge sur l'Union européenne et non pas sur l'Europe, hein, mais sur le nécessaire rééquilibrage des institutions, en tout cas des pouvoirs, des prérogatives de l'UE pour mieux se protéger, on doit admettre que, la Chine a échoué dans son projet de Chine plus 17, qui est devenu Chine plus 16 et qui est tombé en désuétude, voire en obsolescence. Et l'Europe n'y est pas étrangère. Elle a tout fait pour que cette séparation totalement arbitraire ne se passe pas. Elle ne s'est pas passée et
Après la guerre en Ukraine, ces pays d'Europe centrale, pas tous, mais une grande partie de ces pays d'Europe centrale, orientale et du Nord, et d'ailleurs bien avant avec l'épisode tragique du Covid, ont perçu la Chine différemment. Et depuis lors, leur politique chinoise s'en trouve changée. Donc, je pense qu'il y a eu un recul de la Chine, des positions factuelles, enfin, voilà, de la Chine d'un point de vue diplomatique auprès des opinions publiques également. Ça n'explique pas le fléchissement très sensible des IDE, mais c'est une des raisons qui permet de décrire le contexte. Pardon, j'avais coupé mon micro. Cyprien, je voulais me tourner vers vous. Vous avez dressé un panorama très complet du modèle de développement économique chinois au service d'une vision géopolitique. Ce serait assez intéressant que vous reveniez rapidement sur les fragilités de ce modèle. Et puisque votre métier est de réfléchir à ça et de faire la prospective, quels sont à vos yeux, peut-être en scénario, enfin je ne sais pas comment vous voulez le présenter, le possible avenir, les possibles évolutions du modèle économique chinois, puisque ça aura un impact sur sa stratégie vis-à-vis de nous, comme vous nous l'avez expliqué. Merci pour cette question. Donc effectivement, pour récapituler, donc on a la Chine qui a un modèle de croissance qui reste depuis de longues années fondé sur l'investissement, donc il y a un investissement très important, il y a une offre, des capacités de production qui sont très importantes, et à côté de ça, il y a une demande atone. Le ménage chinois, il consomme peu, il épargne beaucoup, c'est pour ça qu'il y avait une bulle immobilière, parce qu'il épargnait beaucoup dans l'immobilier, et finalement, voilà, il y a une bulle qui s'est partiellement, en tout cas, qui a partiellement explosé. Et donc, quel est le risque? Le risque, c'est qu'on a une offre qui est supérieure à la demande, c'est une baisse des prix, aussi une baisse de la croissance, parce que pourquoi une baisse de la croissance parce qu'en fait, quand l'État chinois décide d'orienter les ressources du pays avec une politique industrielle volontariste, en fait, c'est des choix politiques qui ne sont pas optimaux sur le plan de l'efficacité économique, et donc on a une baisse du rendement marginal, enfin du rendement marginal du capital, donc en gros du rendement du capital, tout simplement. On a une baisse du rendement des actions chinoises, et donc il y a des marchés financiers qui s'essoufflent. On a une baisse des cours ces dernières années. Donc on a une déflation, on a un ralentissement de la croissance, une baisse des cours immobiliers, une baisse des cours financiers, et tout ça, en fait, on appelle ça, c'est un scénario de japonisation qui se dessine, où il y a un risque de japonisation. Donc c'est ce qu'a connu le Japon dans les années 90, et d'ailleurs la Direction générale du Trésor a publié en novembre dernier un Trésor Eco qui s'appelle quels sont les risques de japonisation de l'économie chinoise. Et donc, face à ces risques, donc en fait, le risque, c'est d'entrer dans une trappe à liquidité, donc une croissance faible, une inflation faible, voire négative, de laquelle on n'arrive pas à sortir malgré des taux à 0% et des politiques monétaires non conventionnelles. Et donc, le risque, c'est que la Chine tombe dans cette trappe. Il faut vraiment l'imaginer comme un trou, en fait. Elle tombe dans un trou dont elle n'arrive pas à sortir. Donc récemment, comme je l'ai brièvement mentionné, on a la Banque centrale chinoise qui a établi des dialogues techniques avec les banques centrales occidentales pour essayer de tirer des enseignements de la période de politique monétaire non conventionnelle qu'on a connue ces dernières années après la crise des subprimes. Et donc la Chine s'oriente vers une politique monétaire accommodante, donc baisse de taux et injection massive de liquidités par la Banque centrale dans le système bancaire et sur les marchés financiers pour essayer de soutenir les cours et de soutenir le financement des entreprises et éviter un effondrement de l'économie. Mais le problème dans tout ça, c'est que si le gouvernement chinois continue malgré tout à s'endetter pour investir dans des surcapacités de production, la Banque centrale, elle aura beau essayer de faire en sorte que le système financier chinois ne s'effondre pas, on va continuer à alimenter les causes du problème. Et donc le FMI, il faut savoir que le FMI, tous les ans, il sort un rapport qui s'appelle l'article 4, c'est ça pour tous les pays, tous les 2 ans, mais je crois que c'est tous les ans pour la Chine. Il sort un rapport article 4, en fait un long rapport sur l'économie chinoise, et il fait des recommandations.
et chaque année, il fait les mêmes recommandations. Il dit qu'il faut baisser l'investissement, réorienter la croissance sur la consommation et cesser la politique industrielle menée actuellement par le gouvernement chinois. Sauf que ces recommandations ne sont pas mises en œuvre par le Parti communiste chinois qui continue à vouloir s'entêter dans sa stratégie d'inondation des pays occidentaux par des surcapacités de production. Donc après, voilà, moi je vais pas faire non plus des projections. Je pense que ce qui est sûr, c'est que l'économie chinoise, là, elle est à risque. Si c'est sorti dans la presse que la Banque centrale chinoise commence à essayer de tirer les enseignements de ce qui s'est passé en Europe ces dernières années, c'est que le risque est très sérieux parce que en fait, rien que le fait que ça sorte dans la presse, c'est déjà un signal qui ne va pas rassurer les marchés. Donc les banques centrales, elles sont extrêmement frileuses sur ce qui sort dans la presse parce que ça s'appelle, ça s'appelle de la forward guidance en politique monétaire non conventionnelle. C'est de la communication. La communication des banques centrales, c'est déjà un outil de politique monétaire. Donc la banque centrale chinoise, elle est très inquiète, mais en même temps, le gouvernement chinois ne semble pas vouloir infléchir sa politique. Donc il y a un risque de trappe à liquidité ces prochaines années en Chine. Voilà, maintenant, il ne faut pas non plus penser que ça va forcément arriver. C'est un risque. Le Trésor Éco de la Direction générale du Trésor que je mentionnais tout à l'heure, il vient nuancer ce risque en disant que la Chine a quand même des épaules assez solides pour relancer son économie en cas de crise. Donc voilà, il y a un risque substantiel, mais c'est difficile de se prononcer avec certitude sur ce qui va évoluer. Mais en tout cas, je crois vous avoir dessiné les tenants et les aboutissants du modèle économique, des risques liés au modèle économique chinois actuel. Merci Cyprien. Alors on a le long message de Cédric Lebel qui nous trouve extrêmement dur sur la Chine et sur le jugement que nous portons géopolitique. Alors cher Cédric, nous l'avions évoqué quand on s'est parlé il y a quelques semaines. Je vais au moins tirer un fil, si vous le voulez bien, de ce que vous dites, et en interrogeant peut-être Laurent sur parce que il y a un point en disant on n'a pas du tout parlé des BRICS. Alors, vous dites que c'était pas forcément le sujet de ce soir, mais peut-être effectivement, est-ce que Laurent, vous voyez de faire un point sur aujourd'hui le rôle et le rôle des BRICS et la place de la Chine parmi les BRICS? Oui, alors je n'ai pas préparé quoi que ce soit sur les BRICS, d'autant que le sommet au Brésil vient juste de s'achever, si je ne me trompe. Ce que je constate, c'est que moi j'ai plutôt travaillé dernièrement sur l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors les BRICS, c'est plutôt un agenda économique. Pour hyper résumer, l'OCS, donc l'Organisation de coopération de Shanghai, plutôt un agenda sécuritaire, des plateformes qui sont très différentes, mais quand on observe ce qui en ressort, les déclarations jointes des sommets qui se sont succédés, il y a une fusion des agendas, un rapprochement et un chevauchement des membres et une volonté emmenée par j'allais dire toujours les mêmes, par les Russes et les Chinois, voilà, de faire de ces plateformes des plateformes concurrentes des agences et du système onusien pour les concurrencer sur les sujets touchant à la politique de développement, mais aussi aux questions qui sont au cœur de l'ADN de l'ONU, à savoir la sécurité internationale. Ça ne va pas comme sur un long fleuve tranquille. L'Inde ne s'en laisse pas compter, ne plie pas aux pressions, au ton, voire au registre, à l'idéologie. Il faut dire les choses anti-occidentales, résolument anti-occidentales que prennent les déclarations des dirigeants chinois et russes au travers ou à l'occasion de ces réunions sur ces plateformes. D'ailleurs, elle n'a pas co-signé la dernière réunion de l'OCS concernant les attaques américaines contre l'Iran, enfin, la dénonciation des attaques américaines contre l'Iran.
Donc on voit bien que ces plateformes sont des plateformes supplémentaires, alternatives, qui ont vocation à, puisque ces pays que nous citons, Chine, Russie, participent à la révision de l'ordre international, sont des instruments de cette volonté de révision. Pardon, j'avais encore coupé mon micro. Merci Laurent, c'est évidemment une réponse partielle, mais ça veut dire qu'il conviendra dans les prochains mois peut-être de réfléchir, de consacrer une séance complète aux BRICS, à leur convergence et à leur divergence. Est-ce qu'il y a une dernière question? Vous êtes particulièrement sage ce soir. Non? Pas de questions. Ben, écoutez, alors nous allons conclure. Je vais remercier infiniment Alban Magro, Cyprien Anspiller et Laurent Malvezin pour ces échanges. Vous remercier tous les participants qui nous ont suivis jusqu'à cette heure. Vous dire et vous redire que les vidéos des précédentes visios géopolitiques sont disponibles sur notre site et sur notre chaîne YouTube, et que celle-ci le sera dans quelques jours. Et je vous donne donc maintenant rendez-vous cet automne, fin septembre au début octobre, pour la reprise de notre cycle. Un très grand merci à tous et je vous souhaite un bel été. Merci à tous, au revoir.